Allez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par la CPME 44 dans le cadre des webinaires et des actions que nous organisons pour la CPME Pays de la Loire. Avant de laisser la parole à Eric Lebret qui va nous faire sa présentation, deux, trois petits éléments. Vous allez pouvoir donc discuter sur le forum de discussion. Alors je vois que beaucoup commencent déjà à envoyer des bonjours. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Eric qui se fera un plaisir d'y répondre. Et juste vous rappeler que l'ensemble des animations webinaires sont accessibles sur le site www.cpme-pdl.fr www.cpme-pdl.fr. Donc nous sommes ensemble pour une heure. Juste vous rappeler qu'à 17 heures, nous avons un invité exceptionnel, Christelle Morancet, la présidente du conseil régional, qui, euh, qui passera aussi une heure et demie de son temps avec Olivier Morin, le président de la CPME. Eric, bonjour. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends bien, très très bien. Eh bien, écoute, je te laisse la main. Tu as la présentation. Je coupe mon micro et je te souhaite un bon webinaire. D'accord, ok. Bah, écoute. Bonjour à tous, merci pour tous vos petits bonjours. Donc, alors, je vais faire preuve un peu de modestie dans l'objectif de cet atelier, qui est être prêt pour la reprise. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'ateliers, de conversations, de webinaires sur le sujet, donc prenez-le vraiment comme un angle nouveau, complémentaire. Voilà, on est dans une période d'incertitude, donc il n'y a aucune prétention de ma part. Ce que je vous propose, je ferai des micro-pauses de 2-3 secondes après chacune des étapes de la présentation, juste pour des questions de compréhension. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la présentation, on soit plutôt, effectivement, vous puissiez me poser des questions un peu plus ouvertes. Donc, je répète, des questions juste de compréhension par rapport aux étapes que je vais vous présenter. En fait, je vais vous en présenter 7. Et donc, je me permettrai en fait de voir si, d'un point de vue de compréhension, on était tous alignés. Alors, je me présente aussi très très rapidement. Donc, Eric Lebret, moi j'ai 20 ans d'agroalimentaire, marketing, vente dans des grands groupes, le groupe Danone, Pernod Ricard, Mars Chocolat France. J'étais mon dernier poste chez Mars Chocolat France, j'étais directeur commercial hors domicile, donc je commercialisais des Twix et des M&M's dans tout ce qui n'était pas la grande distribution. J'ai rejoint en fait DC Pilote. DC Pilote, c'est un collectif de 25 directeurs commerciaux en temps partagé. Donc, on partage notre temps et notre expérience auprès de différents acteurs économiques, start-up, PME, grands groupes, vraiment sur l'accompagnement opérationnel et au plus proche de nos régions. J'en profite aussi pour remercier en fait mes 4 associés DC Pilote Grand Ouest qui m'ont aidé à co-construire la présentation de cet après-midi. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, donc, si jamais vous posez des questions sur DC Pilote, ça fait grand plaisir. Donc, je pense que on va devoir un petit peu maintenant travailler avec cette notion d'incertitude qui pèse. Je pense qu'on va devoir réapprendre un peu de modestie par rapport à ce qu'on pensait savoir. D'autant plus que on sait que cette incertitude, elle va durer. Certes, on nous a communiqué des dates lundi soir, mais il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de si en fonction des secteurs d'activité qui vont reprendre. Donc je pense qu'il y aura, c'est peu de le dire, un avant, un après, mais ce qu'il faut, c'est dans un premier temps, répondre au caractère d'urgence de la reprise, et puis deux, se reposer les bonnes questions une fois qu'effectivement on aura vécu cette reprise. Alors, la première étape, en fait, elle est très personnelle. C'est-à-dire qu'avant de parler d'une reprise business, de son activité, il y a déjà la première question, c'est où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ce changement brutal qu'est la crise qu'on est en train de vivre. Donc, j'ai pris une illustration qui est la courbe du changement, où en fait, chacun, on passe au travers de ces phases, le choc, la colère, la tristesse. Et en fait, tant qu'on n'a pas accepté, c'est très, très compliqué de pouvoir se remettre à l'action. Donc, mon premier conseil dans cette préparation, c'est de bien s'entourer et d'être bien
bien être entouré et conseillé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens les associés de DC Pilote, les premiers, mettre à profit le confinement pour donner du temps. Vous avez des experts comptables, vous avez des banquiers, vous avez des amis. Donc, prenez ce temps-là aussi pour vous entourer. C'est primordial, notamment pour être le plus proche possible de la sérénité. Donc, cette présentation, elle va être en 2 temps. On va passer beaucoup de temps sur être prêt pour la reprise. Et puis, on va se parler un petit peu de demain, de quoi on change. En synthèse, par rapport à cette première étape, je pense qu'il faut surveiller son ego, tous, et qu'on apprenne à écouter pour qu'effectivement, on soit prêt. Pas de son. Ah, désolé. Je vois des problèmes techniques. Je ne sais pas si... Non, ça roule, Eric. Ça, Hein, le son ça est bon. On va regarder avec Très bien. les quelques-uns, mais pas de souci. Si vous n'avez pas de son, n'hésitez pas à rafraîchir votre page et à re-rentrer avec le casque et ça devrait marcher. Voilà. Donc cette première phase, en fait, elle va être importante parce que, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à répéter quand on forme les gens aux techniques de vente, c'est que 80% du succès, c'est la préparation. Là, on a 4 semaines devant nous pour être prêt par rapport à cette reprise. Ça va dépendre des secteurs d'activité. Donc, il faut la mettre à profit. Peut-être qu'elle va durer un peu plus longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, on a une échéance qui a été fixée au 11 mai. Et donc, on a cette date de reprise. Elle doit nous permettre effectivement de guider nos actions pour les prochains jours. Est-ce que vous avez des problèmes, des questions par rapport à cette première phase en termes de compréhension? En 2-3 secondes, si je n'ai pas de points, je vais avancer à la suivante. Ok, je vois des gens sympathiques qui me disent c'est ok, donc très clair, c'est gentil. Alors après, l'étape 1, c'est savoir arbitrer. Aujourd'hui, dans notre activité, on peut vendre des services, des objets, des produits. On est dans une phase d'urgence. Il faut faire des choix. C'est un petit peu le basique de la loi de Pareto, c'est faire des choix en termes de produits. L'idée est de très vite opérer un tri pour pouvoir se concentrer sur les produits qui rapportent le plus de rentabilité. Alors, faire des choix, on peut le faire au travers de au moins 3 critères. Déjà, c'est la demande, c'est du bon sens. Le deuxième, c'est la profitabilité. Je pense qu'on a 3 priorités dans cette phase d'urgence. C'est la santé, notre santé, celle de nos collaborateurs, la sécurité, aussi la sécurité juridique du dirigeant, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre des protocoles pour pouvoir reprendre notre activité. Et j'ai envie de dire la liquidité, le cash. Aujourd'hui, on sent que même si le gouvernement a été assez réactif, tout n'a pas été versé. Donc la profitabilité, c'est un élément clé dans le choix des produits et des services sur lesquels on doit reprendre. Et après, les ressources qui sont disponibles pour les produire. Je vais vous donner en fait 3 petits exemples. Le premier, c'est Auchan. Auchan, aujourd'hui, quand vous regardez son rayon frais, il y a 3000 produits. Il a déjà prévu qu'en cas de pénurie de personnel, de problèmes de livreurs, de livraison, il passerait de 3000 à 800 produits. Il a déjà choisi ces 800 produits. Auchan, aujourd'hui, a supprimé toutes les références de devant de caisse, les chewing-gums, la confiserie, parce que pour lui, ce n'est pas prioritaire. Il veut des places de picking uniquement pour les produits de première nécessité. Donc voilà, c'est un acteur qui est en train de gérer une urgence, mais qui est déjà en train de gérer plusieurs scénarios. Leroy Merlin, deuxième aussi enseigne, qui a ouvert ses drives uniquement sur des produits basiques. Qu'est-ce qu'est en train de faire Leroy Merlin? Il est en courbe d'apprentissage pour savoir qu'est-ce qu'il est capable de gérer. Aujourd'hui, il est en train d'élargir ses places de piquet d'entrepôt pour pouvoir proposer plus de choix. Puis j'ai un autre exemple, beaucoup plus proche de chez moi, c'est la pizzeria qui fait de la livraison. Il y a, au bout de 3 jours du décret de confinement, mon copain qui tient une pizzeria me dit hey, j'arrête, j'ai pas assez de monde. Ok. Et il y a une semaine, il reprend. Donc il m'appelle, il me dit je reprends. Et je lui dis pourquoi tu reprends et comment tu reprends? En fait, il m'a dit écoute, mon premier critère, c'est que je peux pas faire les 15 pizzas que j'ai à la carte.
je vais en faire que 2/3, notamment parce qu'elles sont faciles à faire et que j'ai les produits pour pouvoir les fabriquer. Il a fait des choix qui sont indispensables, même à sa hauteur, même à son niveau d'artisan. Aujourd'hui, quand je vais chez lui avec plaisir chercher mes pizzas, il est pas loin de réaliser le même chiffre d'affaires qu'il réalisait avant le confinement. Mais s'il n'avait pas fait ce choix d'arbitrage en amont, il n'aurait jamais pu refaire, au-delà effectivement de tous les protocoles de sécurité. Donc mon message, c'est vous devez faire des arbitrages sur les produits que vous voulez vendre, que ce soit des biens de consommation, du service, voilà. Et surtout avec le critère qui est la profitabilité, la rentabilité. Le cash, il doit rentrer vite, 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 parce que ça va être décisif pour réussir cette guerre. Est-ce que vous avez des points par rapport à cette première étape qui est l'arbitrage de compréhension par rapport à quel arbitrage produit? Plus tard, Franck, les questions dans le conseil. Alors, l'étape 2, c'est qu'une fois qu'on a fait des choix de produits, c'est avec quel client et sur quels critères je reprends en priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument analyser son portefeuille de clients. Il faut faire des choix en fonction peut-être de la taille, du poids de chiffre d'affaires qui pèse chez vous. Je le répète, de sa rentabilité aussi du client, de sa proximité géographique. Aujourd'hui, on a des très très fortes contraintes sur la logistique, sa solvabilité, c'est très très important. Il faut que vous vous renseigniez sur le fait de savoir si le client il est solvable. Il peut souffrir, il peut effectivement vivre les mêmes contraintes les mêmes contraintes que vous, et potentiellement, même si c'était votre premier client, s'il est à risque, ce sera certainement pas un client à privilégier. Et puis, quelle était la relation commerciale existante? Est-ce que c'était une relation de partenaire ou c'était plutôt une relation compliquée? Tout ça pour vous dire qu'il faut arriver à positionner sur un mapping vos clients et que le plus gros client ne sera pas forcément la meilleure option. Je pense que le critère de la profitabilité, de la rentabilité du client, elle est indispensable. Et quand je parle de rentabilité, j'inclus tous les coûts cachés qu'il peut y avoir. Je vais vous donner un exemple très très concret. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans l'agroalimentaire, le premier client, c'est Leclerc. Leclerc, il fait à peu près 20 à 22% de part de marché. C'est un client qui est très dynamique en croissance. Aujourd'hui, il n'y a aucun business plan de PME en agroalimentaire qui n'envisage pas de ne pas avoir une brique de croissance avec Leclerc. Mais aujourd'hui, quand vous détaillez le coût d'un distributeur comme Leclerc, vous avez des conditions commerciales élevées. C'est quelqu'un qui n'est pas centralisé, avec aussi un besoin de négociation en région qui est très décentralisé. Par conséquent, si on intègre tous les coûts, vous pouvez être sûr qu'il est beaucoup plus déductif qu'un autre client type Auchan, Monoprix, qui lui est beaucoup plus centralisé. Ça, c'est la première règle, c'est on doit faire des choix. Ce qui est aussi important pendant cette période-là, je pense que vous l'avez déjà fait, c'est du bon sens, c'est on continue à les contacter, on continue à contacter ses clients pour savoir, déjà comment ils vont. Parce qu'eux, ils se souviendront du fait que oui ou non, vous les avez appelés pendant cette période, que oui ou non, vous vous êtes soucié effectivement de la sécurité et de la santé de leurs collaborateurs, savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur projet de reprise. Si demain, vous devez faire un choix en termes de priorisation client, c'est un choix qui est confidentiel. Ça ne regarde que vous. C'est très, très important parce que il ne faut pas que vous ayez à vous justifier sur le choix de la reprise. Vous pouvez invoquer des problèmes de capacité, mais en tout cas, vous, en tant que dirigeant d'une entreprise, la chose la plus importante, c'est de faire des choix et que ce soit des choix confidentiels. Donc ça, il y a plein de matrices qui existent, ABC, enfin, à vous de voir. Pareil, faites-vous conseiller de mon, vous avez aussi toute la dimension, effectivement, des critères financiers, mais c'est indispensable de pouvoir prioriser les clients pour la reprise. J'en ai fini pour l'étape 2. Donc, est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Alors, si je reprends une illustration dans le conseil,
Si demain je travaille, effectivement, je vais travailler avec des gens dont je sais qu'ils sont solvables. Peut-être qu'ils vont me mettre un petit délai de paiement un peu plus long, mais je sais qu'ils sont solvables. Je ne vais pas aller forcément. Le numéro dans les dessins, c'est juste en fait une fois qu'on a positionné les clients en fonction de critères qui peuvent être sur l'axe horizontal, le poids du chiffre d'affaires, en hauteur, la rentabilité, ça nous permet effectivement de mettre dans des clusters, 9 clusters, les clients qui sont là. Quand vos clients sont à 95%, quand vos clients sont à 95% avec 3800 clients des particuliers, comment faire? Bon, là, c'est un peu du spécifique, Christophe, qu'on voit ça après, parce que la question n'est pas très claire. Alors, étape 3, l'étape 3, elle est fondamentale. C'est préparer une offre différenciante et savoir prendre des risques. C'est une étape pendant laquelle vous devez aussi vous poser la question de que vont faire mes concurrents. Quels sont les moyens de mes concurrents? Il y a peut-être des clients qui ne vont pas se relever parce que financièrement, ils étaient un peu justes. J'ai l'exemple dans l'agroalimentaire d'une PME qui a essayé effectivement, par une méthode de dumping, de prendre des positions de part de marché sur des produits frais. Et son concurrent, qui est un de mes clients, sait déjà que cette personne ne se relèvera pas de la crise. Donc ça, déjà, il l'a intégré dans son scénario de reprise. Et l'autre question, c'est pourquoi mes clients me privilégieront moi plutôt que mes concurrents? Là, je vais vous donner quelques exemples aussi d'exemples de prise de risque pour la reprise. Et puis, il y a une autre façon aussi de devoir appréhender la reprise, c'est est-ce que je suis en rang 1 ou est-ce que je suis en rang 2? En rang 1, c'est le 11 mai, je rouvre. Si demain, par exemple, demain, je fais de la livraison, je suis grossiste en viande, je sais que je serai en rang 2 une fois que les restaurants vont réouvrir. Ça veut dire que mon offre, elle doit être spécifique par rapport au rang 1, c'est-à-dire les premiers clients qui vont me faire vivre. Je vais vous donner donc un exemple que j'ai connu. Mars, en 1995, a ouvert une usine à Moscou pour produire du chocolat et du chien et chat. En 98, crise du rouble. 4000 clients s'arrêtent du jour au lendemain de commander. Plus de liquidité partout. Que faire? Donc, même situation de crise, l'économie à l'arrêt. Mars, en 98, a pris le risque de livrer gratuitement dans un premier temps les produits et d'accepter d'être payé une fois que les produits étaient vendus, notamment avec ses plus gros distributeurs. Ils ont pris le risque d'être différents par rapport à leurs concurrents. Ils ont pris le risque de faire partir des camions sans avoir de garantie d'être payés. Et aujourd'hui, 20 ans après, Mars est numéro 1 en chien et chat avec 60% de part de marché et la même chose en chocolat. C'est-à-dire que ils ont été différenciants, ils ont su prendre des risques et ils ont fait la différence par rapport aux concurrents. Et aujourd'hui, plus personne, les Nestlé n'arrivent pas à rentrer sur le marché de la Russie. Pourquoi? Parce que tous ces distributeurs avec lesquels Mars a tendu la main en 98 s'en souviennent. Alors ça veut dire quoi concrètement pour vous demain qui êtes artisan, qui êtes patron de PME? Si on est dans le monde du textile, pourquoi pas faire un stock déporté, c'est-à-dire paiement dès que les produits sont vendus, une politique d'escompte, un paiement en 2 fois. S'assurer aussi par exemple, d'avoir une communication spécifique pour les clients qui vont vous aider au travers des réseaux sociaux. Voilà. Tout ça pour dire, c'est qu'on ne peut pas envisager la reprise sans changer et offrir quelque chose de différent à ses clients. Et si j'étais un peu provocateur, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vos concurrents le feront. C'est indispensable que vous soyez au plus proche des préoccupations de vos clients qui sont en rang 1 et en rang 2. Et ça se prépare. Ça se prépare dans la prise de risque, ça se prépare dans l'offre. Mais pour moi, dans chaque reprise, en temps de crise,
Il faut arriver à faire la différence par rapport à ses concurrents et parce qu'on va marquer durablement les esprits de tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étape 3? Un tout petit peu. C'est peut-être l'étape la plus importante du plan de reprise. Parce que vous ne pouvez pas reprendre le business comme si de rien n'était. Étape 4. Bah là, c'est déjà c'est faire preuve de courage et de rechallenger le plan initial, le plan stratégique initial que vous aviez bâti pour cette année. Je pense que dorénavant, on n'aura plus d'autre choix que de travailler par scénario. C'est-à-dire que même pendant cette première phase, qui est la phase de reprise, il faut travailler avec des scénarios optimistes, scénario normal, scénario dégradé. Et je pense que le critère déterminant pour pouvoir voir dans quel scénario on est, c'est la trésorerie. Là, c'est indispensable d'avoir un plan de trésorerie au mois ou à la semaine pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire de façon urgente. C'est-à-dire qu'il faut d'ores et déjà bâtir des indicateurs de suivi pour être sûr de ne pas perdre de temps quand on doit prendre la bonne décision. J'avais prévu de travailler avec le client A, il a un problème pour me payer, du coup je vais avoir un problème de trésorerie, qu'est-ce que j'ai prévu? Et notamment savoir par rapport à la trésorerie quel est le point mort. Dans cette phase d'urgence, je pense que toute activité doit pouvoir, avec 5 indicateurs de suivi, savoir si oui ou non on réussira à sortir de ce plan d'urgence. Il n'en faut pas plus, à mon avis. 5, il faut savoir se concentrer et arriver à résumer son business en 5 critères, indicateurs de suivi, qui fait que ce sera ou pas un succès. Je vous donne un tout petit exemple aussi, qui m'est arrivé il y a 2 jours. Je cherche un couvreur. Très gentiment, il vient, il répare et puis on discute. Je lui demande comment va l'activité. Eh ben, il me dit, bah, j'ai quelques chantiers décalés, mais ça va bien, j'ai de la trésorerie, mes mecs reprennent la semaine prochaine. Très bien. Et je lui dis, est-ce que vous avez pris le plan garantie d'État? Il dit, non, non, j'ai de la trésorerie. Très bien. Et je lui dis, mais si demain, vos autres chantiers qui sont prévus, parce qu'il me dit en même temps qu'il a un bon de commande il a de la commande jusqu'à fin septembre, je lui dis, mais si les chantiers sont décalés, vous faites comment? Et c'est là qu'il a compris qu'effectivement, peut-être qu'il prenait un risque là où il pensait être confort. C'est ça le principe de construire des scénarios optimistes, normaux et dégradés, c'est de se dire et si. Voilà. Et je peux vous dire que je pense qu'il a fait toutes les démarches pour pouvoir effectivement se couvrir sur l'imprévu, qui pourrait être des décalages de chantier au mois de septembre. Ça fait partie des risques. Donc, l'étape 4, c'est une fois qu'on a affiné son offre, on doit travailler par scénario. On doit fixer 5 indicateurs maximum qui font qu'on va réussir cette sortie de crise et la reprise. Il faut verbaliser exactement ses objectifs, se les écrire. C'est bon ça, merci Sébastien. Je lis, parce que le comble du couvreur, c'est de ne pas se couvrir, il y a un peu de ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions de compréhension sur cette phase 4, qui est vraiment, voilà, c'est de coucher les hypothèses par écrit et de gagner du temps si demain, effectivement, la trésorerie manque pour les scénarios optimistes. Alors, les indicateurs, bon, déjà, ça peut être pour moi, ça va être effectivement, le premier indicateur, ça va être la trésorerie. Ça va être la capacité de paiement de mes clients, à combien de jours ils sont capables de me payer. Ça va être les délais pour produire.
ça va être le nombre de personnes de mes salariés qui seront sur le pont pour pouvoir reprendre. Parce qu'effectivement, une activité peut être dégradée si on passe de 5. Je reprends l'exemple de mon couvreur, ils sont 4 pour la reprise. Si demain, il y en a un qui tombe malade ou qui n'est pas bien, il passe à 3. À 3, ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'il travaille en binôme, donc c'est 2. Voilà, ça fait partie des critères qui peuvent être liés à l'activité d'un couvreur. Mais ça, pour moi, c'est au cas par cas en fonction de l'activité. Mais pour moi, le chiffre d'affaires, la trésorerie, les hommes, et après un ou deux autres critères qui sont plutôt liés à l'activité dans laquelle vous opérez. En espérant avoir répondu partiellement déjà aux questions que vous m'avez posées sur la partie critères. Ensuite, et je pense que c'est l'étape 5, bah c'est une fois qu'on a commencé à faire ces scénarios, c'est rester en contact avec ses collaborateurs. Si vous êtes stressé, ils le sont encore plus que vous. Dans ce moment de crise, la première règle, c'est l'exemplarité. Si demain vous demandez un effort financier ou un effort sur la capacité de travail, vous devez être le premier au front. Ce qui est très très important, c'est que il va falloir aussi faire travailler l'intelligence collective des collaborateurs dans ce plan d'urgence. Il faut que chaque action fasse la différence. Plus rien ne sera comme avant pendant cette période de reprise de crise. Donc, première étape, écoutez. L'intelligence, elle est collective. 2, après, c'est manager. Donner du sens pour donner envie. Potentiellement, vous allez redémarrer avec que 70% de vos collaborateurs. Les autres ne seront pas prêts. N'oubliez pas la courbe du changement. Il peut y en avoir des gens qui sont dans la peur, qui ont peur pour la santé de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et potentiellement, vous allez effectivement démarrer l'activité avec seulement 60-70% de vos collaborateurs parce qu'ils sont prêts et qu'ils sont peut-être plus engagés que les autres. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre commercial, quand il a besoin de 4 leads pour transformer une affaire, demain, il faut leur demander 6. Hier, vous l'objectiviez sur du chiffre d'affaires facturé. Non. Demain, vous l'objectivez sur du chiffre d'affaires encaissé. C'est ça qui doit changer dans le pilotage de vos collaborateurs en temps de crise. C'est leur demander un état d'esprit où effectivement il faut aller au plus urgent et là où ils peuvent faire la différence. Et puis 2, avoir des objectifs qui sont en lien par rapport au contexte complexe dans lequel on est en train de vivre. Et je le répète, le plus important dans tout ça, c'est l'exemplarité. Et je ne pense pas qu'on puisse réussir un plan de reprise sans cette étape 5, à savoir engager ses collaborateurs. Et je pense même qu'à terme, on verra bien, à mon avis, le bilan qu'on va tirer de cette crise, mais je pense que les entreprises qui vont mieux s'en sortir seront déjà pris de l'avance sur l'engagement des collaborateurs. J'imagine, je ne suis pas dans le secret, mais je pense que aujourd'hui, Amazon est à l'arrêt pendant 5 jours, vous pouvez être sûr que sur la partie engagement de leurs collaborateurs, c'est les prix citron du management. Et à contrario, tous ceux qui sont en train de repartir, qui sont en train d'être prêts pour la reprise, ce sont des gens sur lesquels, effectivement, oui, il y a un fort taux d'engagement dans l'entreprise. Et moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que plus l'engagement est fort dans une entreprise, plus la performance de l'entreprise est là. Donc, c'est une étape qui va être clé pour la reprise. Donc, c'est écouter, manager, c'est-à-dire partager. Et puis après, un troisième point, c'est célébrer. Dieu sait que c'est compliqué aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre. Si effectivement, tous les jours, à la fin de la semaine, on ne partage pas ces petits plus qui nous ont égayé notre journée, notre semaine, on n'avance pas. Donc, il faut savoir célébrer les petites victoires. Et ça fait partie effectivement du rôle d'un manager, que vous soyez 2, 3, 5 ou plus. Voilà. Ça va être la clé, c'est de pouvoir effectivement les mettre à bord. Parce que je le répète, je pense qu'ils sont davantage plus stressés que vous. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on se parle d'humain.
et que peut-être là, vous avez fait le deuil, vous êtes dans l'action. Certains sont encore dans le déni, ont encore des craintes. Il faut juste les amener tranquillement dans la courbe du changement pour que, effectivement, ils rebondissent et qu'ils soient à nouveau engagés. Ne les jugez pas à ce moment-là, ça ne sert strictement à rien. Voilà pour la 5e étape sur la partie engager, préparer et motiver ses collaborateurs. Je ne vois pas de réaction, donc je pense que c'est bon. L'étape 6, ça va être du bon sens. Ça va être du bon sens, mais elle va être compliquée, cette étape 6. Parce qu'effectivement, il va falloir qu'on ne soit pas perturbé par l'environnement, qui va forcément vous solliciter, qui va forcément vous challenger. Mais à partir du moment où vous avez fait le travail d'une réflexion en amont, de scénarii, d'indicateurs, il n'y a aucune raison que vous ayez besoin de changer la feuille de route, la direction. Voilà. Donc là, c'est une phase d'action versus réflexion. Vous aurez des sollicitations, mais le plan sera prêt, les scénarios seront prêts, vos collaborateurs seront prêts. Donc maintenant, on agit. Et ça a l'air facile à dire, mais j'en suis persuadé que tous, à notre échelle, que ce soit moi dans le conseil ou moi avec mes clients, on aura forcément un moment cette envie d'essayer de se re-questionner, et ce sera pas le moment. Ce sera vraiment pas le moment si on a bien fait les phases précédentes. Donc ça, on va pouvoir se dire potentiellement que c'est le 11 mai pour certains, peut-être un peu plus tard pour d'autres. Mais pour moi, voilà, c'est comme ça qu'on voit cette reprise, c'est que on a 3-4 semaines pour préparer les scénarios et puis qu'une fois qu'on a fixé un cap, il faut s'y tenir et Dieu sait que c'est compliqué. Donc là, c'est les 6 étapes pour le plan de la reprise. En fait, je suis assez rapide, je parle vite, c'est bien. Je pense qu'on va bientôt avoir fini. C'est une fois que la reprise sera faite, effectivement, tout le monde le dit, et je pense que c'est du bon sens. Il y aura demain, on va forcément changer quelque chose. Moi, la première chose que je vous invite à refaire, alors peut-être que ce sera au bout de 2-3 semaines, une fois que l'activité sera reprise, refaire votre plan à 3 ans. Le refaire avec plusieurs scénarios. On ne sait pas si effectivement on a la garantie d'avoir un plan de reprise pérenne par rapport à la pandémie. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a 2 autres critères qui vont s'ajouter aux critères financiers d'un business plan et d'un plan à 3 ans. Le premier, c'est la RSE. Ça a l'air bizarre, mais je pense que la RSE va devoir nous obliger à réfléchir sur notre politique sociale et environnementale pour plusieurs choses. Déjà sur l'approvisionnement. On s'aperçoit qu'effectivement, l'approvisionnement peut poser beaucoup de difficultés, je pense au monde du textile par rapport à l'Asie. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, on est passé à une nouvelle phase du RSE, notamment par rapport aux nouvelles générations. Les critères financiers des entreprises vont être mauvais par rapport à tout ce qu'on va devoir emprunter pour tenir le choc. Ce qui fera la différence, ça va être le RSE. Ce sera un des critères qui fera que vos collaborateurs seront engagés, auront envie de vous suivre. Le 3e critère qui fera aussi la différence d'un point de vue opérationnel et qui pourra rassurer vos banquiers et vos collaborateurs, c'est ce que j'appelle le risk management. On fait un plan à 3 ans, on fait nos briques de croissance, on se dit où est-ce qu'on va aller en 3 ans, on se dit comment on veut le faire d'un point de vue RSE, et ensuite on se pose cette 3e question, c'est qu'est-ce qui fait que demain on peut se planter? C'est quoi le risque et qu'est-ce qu'on met en face du risque? Aujourd'hui, très très peu d'entreprises prennent le temps de se faire mal et de se dire tiens, et si un tel disparaissait, et si demain j'avais pas l'information. Et puis par rapport à tout ce qu'on a vécu aujourd'hui sur la disponibilité de l'information, le télétravail, est-ce que nos collaborateurs étaient prêts à pouvoir travailler de chez eux? Est-ce qu'ils avaient accès aux documents? Je pense que la réponse est non à 20%, mais déjà 20%, c'est énorme dans l'activité d'une entreprise. Donc je pense qu'il y aura ces 3 critères, financiers, RSE et risk management,
qu'il va falloir intégrer dans notre façon de prévoir notre business de demain. Et cette vision à 3 ans, voilà, il va falloir la bâtir avec quelque chose qui est nouveau, avec lequel responsabilité sociale et environnementale. C'est tout ce qu'on fait pour notre impact écologique, social, dans le cadre de notre activité. Je réponds à la question de Pamela. Donc demain, c'est d'être en position de construire un plan à 3 ans, une vision, de façon par scénario, pour répondre à cette question d'incertitude, et sur, à mon avis, 2 autres dimensions, qui est notre capacité effectivement à donner envie aux collaborateurs avec la RSE, et ce risque management qui doit être maintenant partie prépondérante de nos critères de décision. J'en ai fini. Je vous avoue, je parle peut-être un peu vite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces 6 étapes dans la phase d'urgence, et puis cette dernière étape que j'ai appelée 1.0, qui est une fois qu'on a un peu soufflé, c'est qu'est-ce qu'on change demain dans le pilotage de notre entreprise, pardon. Mais je crois qu'elle est fondamentale. Alors, je vais le mettre. Alors, il peut y avoir plusieurs acronymes sur la partie, mais c'est responsabilité sociale et environnementale. Le risque management, je vais commencer à répondre à la question de Christophe. Alors, le risque management, je vais vous donner un exemple. Je suis bénévole dans une association qui aide un petit peu à la reprise et puis à l'accélération, notamment en Vendée. Je le parraine, c'est quelqu'un qui a un super produit en informatique, breveté, qui fait du sens. Et à la question, quand je lui dis qu'est-ce qui peut te planter, il me dit je sais pas, non, tout va bien. Je fais non, ce qui va te planter, c'est potentiellement tes 5 techniciens. Tu es en Vendée, tu es en plein emploi. C'est des gens qui ont un profil atypique. Si demain tu en perds un, tu ne pourras pas atteindre ton plan. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, le risque, c'est la perte de mes collaborateurs. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Comment je fais pour leur donner envie? À quelle fréquence je les vois? Quels sont ces moments de célébration que je suis capable de créer et que je ne créais pas auparavant? Voilà. Ça, c'est une notion de risque management. Voilà, responsabilité sociale des entreprises et environnementale ou sociétale. Alors, question par... Ah oui, ça c'est une bonne question. B2C sur l'activité de nautisme. Elle est compliquée, cette... Oui, ce qui est un peu compliqué de répondre à la question, c'est que c'est de la location, c'est de la vente de bateaux. Je ne sais pas trop quoi. Je préfère que Christophe, vous m'appeliez, je vais vous donner mes coordonnées, ce sera peut-être plus facile parce que je ne peux pas faire des cas particuliers. Là, vous avez toutes mes coordonnées si vous avez besoin d'échanger sur des problématiques vraiment pour que je comprenne. Fabrication de voiles et d'agrément de bateau. D'accord. Là, dans ce cas-là, effectivement, je pense que le premier outil, je ne connais pas par rapport à votre fabrication de voiles, ça va être de quelle information vous disposez en termes de CRM pour pouvoir ressolliciter des gens qui potentiellement pourraient avoir besoin de produits pour redémarrer le nautisme, en sachant que voilà, mais voilà, je connais pas assez franchement cette notion de fabrication de voiles. Est-ce que c'est des voiles neuves? Est-ce que c'est oui, faire un emailing, pourquoi pas. Mais voilà, je préfère à la rigueur pour des questions spécifiques, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. J'ai un peu de temps et c'est avec plaisir que je viendrai aussi me nourrir avec vos problématiques parce que c'est aussi la richesse de ce moment-là, c'est le partage. Eric, je me permets parce que je regarde aussi les questions en même temps, et je pense que ça va répondre peut-être en partie à la question de Christophe. Tu as eu ta logique et dans ta présentation que j'ai trouvé extrêmement concise et effectivement, alors parfait, une logique plutôt orientée B2B.
pour le B2C, on procède de la même manière? Est-ce Ah qu'il y oui. a, à ton avis, des choses qui seraient plus appropriées pour de la clientèle particulière ou non, la préparation, l'anticipation, le cadre, l'objectif, les recommandations que tu as pu donner, est-ce qu'elles sont les mêmes ou pas? Elles seront les mêmes. Je pense que demain, vous avez en B2B, là, c'était peut-être les exemples que je vous ai donnés, mais en B2C, mon exemple de mon pizzaiolo qui s'adresse à ses consommateurs, il a fait des choix. Il a su effectivement donner envie avec en recréant une dynamique et puis en changeant sa façon de travailler. Il travaille que 3 jours par semaine. Il est concentré. Il écoute. Il améliore. Il change. Donc et puis c'est effectivement il y a un élément de solidarité qui fait qu'aujourd'hui les gens prennent du temps, mais on restera dans un univers de concurrence. Et quel qu'on soit en B2B, en B2C, ce qui sera déterminant, c'est qu'on soit différent. Si on n'est pas différent par rapport à ce qu'on est en train de vivre, si on ne colle pas à la réalité, si on ne colle pas aux attentes, soit de nos clients en B2B ou de nos consommateurs, on va se planter. Alors peut-être que dans le cadre du bateau, il faut savoir peut-être prévoir des nouvelles offres, euh, peut-être les engager sur 2 ans pour effectivement, peut-être que sur leur demander par rapport à l'échéance de cash que les gens vous payent 70% d'acompte au lieu de 30% d'acompte. Il y a plein de petites choses qui sont qu'on peut faire. Effectivement, sur la partie B2C, c'est effectivement un petit peu ce que j'expliquais, gestion du portefeuille client avec le CRM et analyse de ses clients, de voir les bons payeurs, les mauvais payeurs, ceux qui vont effectivement d'ores et déjà refaire la reprise. Moi, j'ai déjà conseillé, par exemple, une entreprise de textile à Saint-Nazaire de effectivement faire un stock déporté pour 10% de ses plus gros clients sur lesquels elle avait confiance sur le fait que effectivement ils vont jouer le jeu et qu'ils paieront dès qu'ils auront vendu les vêtements. Et pour moi, je pense que c'est important parce que elle va prendre date dans l'esprit de ses clients revendeurs de prêt-à-porter multimarques en faisant ça. Je lui dis pas de le faire à 100%, je lui dis de se concentrer à 10% sur ceux avec lesquels elle peut faire la différence et qui demain seront des clients qui se souviendront du geste qu'elle a fait parce qu'elle aussi, elle prend un risque. Ce qui est bien dans ce petit forum par rapport à la question de Christophe Priat, c'est que ça revient à mon point 1, c'est-à-dire que là, on a 3-4 semaines pour pouvoir se solliciter les uns les autres, créer une émulation pour pouvoir réfléchir effectivement à qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Donc c'est surtout, quand je vous le dis, ne sous-estimez pas cette phase de préparation. Euh, il y a des gens qui sont disponibles, il y a des gens, je pense que ça a créé une solidarité qui n'était pas forcément, qu'on ne voyait pas peut-être assez souvent en France, mais le nombre de gens qui sont prêts à aider de façon bénévole pour qu'effectivement l'activité reprenne. Voilà. Moi, je pense qu'il faut, c'est là où faut mettre son ego de côté, écouter, aller chercher de l'information, aussi en fonction des filières, demander des conseils auprès de vos fédérations, auprès de la CPME. Ce sont des endroits qui sont faits aussi pour pouvoir vous aider à prendre du recul et des idées. Y a-t-il du nouveau dans le plan de garantie de l'État? Bon, ça, c'est des choses, enfin, c'est pas du tout objectif. C'est pas l'objet de ma conférence sur les aides je pense qu'il y a suffisamment de forums et puis que ce soit la CPME ou d'autres organismes aujourd'hui, ils collectent effectivement de façon assez centralisée toutes les aides disponibles et comment vous faites pour y avoir accès. Voilà, on était une petite cinquantaine. Je voulais faire effectivement quelque chose de concis avec mes associés d'essais pilotes. Mais voilà, en synthèse, c'est on va devoir vivre avec dans l'incertitude et puis maintenant, il faut se préparer et surtout, il faut être différent pour la reprise, notamment par rapport à ses concurrents et notamment par rapport à ses clients et ses fournisseurs. Il n'y a que ça qui fera qu'on pourra faire la différence. Merci pour tout. Remerciements. Est-ce qu'il y a d'autres questions, critiques, humeurs, état d'âme? Allez-y, lâchez-vous. Enfin, lâchez-vous, pas physiquement, mais Moi, ça va, je suis confiné, je risque rien. Mais...
Eric, est-ce que tu voyais, toi, d'autres éléments à apporter, d'autres petites astuces comme ça? Effectivement, alors je vais rebondir et puis je vais te poser une petite question sur Ouais. cette notion un peu de solidarité et d'entraide. Tu le vois, toi, sur tes clients, des gens qui sont pas forcément du même secteur d'activité, du même métier, qui prennent un peu de leur temps pour échanger sur leur réalité. On est tous dos au mur, on est tous confrontés à Bah, cette saloperie, vous me pardonnez la hmm. grossièreté, à cette saloperie, puis à nos fermetures d'entreprises, quelles qu'elles soient. Est-ce que tu vois, toi, déjà, des choses, du pragmatisme, je dirais, territorial, local, qui se fait entre commerçants, entre industriels, sur les territoires ou sur les clients que tu peux avoir? Déjà, il y a des premières solidarités qui sont nées sur des enjeux de santé où des entreprises ont mis de côté leur concurrence pour fabriquer et aller au plus vite sur des outils de réanimation. Après, si je fais aussi un peu de l'auto-marketing sur DC Pilote, on est 25 associés sur tous les territoires en France et on s'est tous engagés à donner 2 heures de notre temps pour toutes les personnes qui nous sollicitaient par rapport à la préparation de cette reprise. Parce que voilà, on estime que ça fait partie de notre contribution de pouvoir aider nos futurs clients de demain et que l'activité reprenne. Et voilà, on le fait sans arrière-pensée parce que qui donne reçoit. Et puis quand je vous dis, moi, ça m'intéresse j'ai eu des discussions avec quelqu'un qui était dans l'électricité, qui était en Vendée, qui me demandait comment je faisais pour reprendre. Et on a réfléchi ensemble. J'ai déjà réfléchi à son offre, à son positionnement par rapport à son équipe. Et puis voilà, au bout d'une heure et demie, on avait clarifié 2-3 plans d'action de comment on fait pour pouvoir effectivement reprendre dans les meilleurs délais et comment on fait pour faire la différence. La différence, elle peut être symbolique par rapport à ses clients, par rapport à ses donneurs d'ordre. En tout cas, ce qu'il faut, c'est ne pas laisser les gens indifférents. Voilà. Il faut surtout pas refaire l'activité comme si c'était comme avant. Bah, écoute, Eric, c'est un superbe mot de la fin. Je te remercie encore une fois au nom de tous et tout. Tu vois tous les merci qui défilent là Ouais, bah, c'est gentil. sur l'écran. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous propose de clôturer ce webinaire. Il vous sera remis en vidéo, donc on l'a enregistré. Donc voilà, toute la présentation vous sera remise avec les coordonnées aussi d'Eric qui se tient à votre disposition au même titre que la CPME pour voilà, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Prochain Ouais, temps, Joe, il a dû le mettre dans le fil de ouais. discussion. Prochain temps à 7 17 heures. heures avec la présidente du conseil régional, Christelle Morancet, et Olivier Morin, le président de la CPME régionale. Et puis bonne journée à tous. Merci encore Eric et prenez soin de vous. À très bientôt. Et merci à la CPME. Belle initiative. À bientôt. Au revoir.